Je vais essayer Merci. de démarrer. Encore autre chose. Voilà. Les sous-titres sont activés. Les sous-titres sont activés. Bon, c'est déjà quelque chose. Je vais peut-être réussir à montrer quelque chose. Nous avons reçu tous en principe bonsoir. Vous avez sous les yeux l'enregistrement de la 16e séance de l'heure philosophique à Morlaix qui a eu lieu le jeudi 2 février à 18 heures. Je l'ai un petit peu modifié, je l'ai raccourci, j'ai rajouté quelques éléments, mais globalement, c'est à peu près ce qui s'est dit et ce qui s'est échangé. Et il y a évidemment beaucoup de défauts, des manques de coordination entre la vue et la bande sonore, etc., etc. Je m'en excuse, je tâcherai de faire moins mal les fois suivantes. Mais je tiens à signaler que nous en sommes à la 16e heure, c'est-à-dire exactement la moitié de la durée de l'atelier philosophique de la MJC à Morlaix. Nous allons la semaine prochaine terminer le premier semestre de l'année universitaire 2022-2023 et après les vacances d'hiver, mais nous continuerons les directs pendant les vacances, eh bien, au deuxième semestre, nous attaquerons eh bien, la suite de notre petit voyage initiatique. Quelques heures avant le démarrage de cette séance, l'un des participants a envoyé à tout le groupe ce message que je voudrais vous lire maintenant. À la question posée par Jean-Paul dans la vidéo d'introduction sur le transhumanisme, voici le débat sur le sujet entre Michel Onfray et Luc Ferry, deux visions totalement différentes. Et Olivier nous donne le lien. Nous reviendrons sur cette vidéo. Je poursuis la lecture. Je me suis également penché sur la question et vous en propose une synthèse sur laquelle je pourrais m'étendre. Sur les ouvrages proposés, j'ai lu La vie heureuse de Luc Ferry et notamment de manière très attentive les pages sur Spinoza, déterminisme, libre arbitre, théodicée. Lorsque l'on connaît un peu Spinoza, on peut comprendre aisément que Ferry ne souscrit pas à certaines de ses idées. Ce passage par le déterminisme de Spinoza conduit Ferry à aborder enfin le transhumanisme dans le chapitre 3. Beaucoup de choses sont à dire sur cet ouvrage. À noter que Luc Ferry a également écrit un ouvrage dédié à la révolution transhumaniste. C'est exact. Je fais suivre une image représentant quelques titres de Ferry sur le bonheur et la vie réussie. Je n'ai pas mis la révolution transhumaniste, mais on le fera. Je reprends la lecture. J'ai également lu Qu'est-ce qu'une vie réussie, toujours de Luc Ferry. Beaucoup de notions philosophiques y sont abordées, absolument. Philosophie contre la religion,
Theoria, Praxis, Nietzsche, l'amor fati, l'éternel retour, les stoïciens, les exercices spirituels. Je le recommande pour comprendre les bases de la philosophie. Je souscris tout à fait à cette proposition d'Olivier et nous jetterons un coup d'œil appuyé à ce livre Sagesse d'aujourd'hui. Et puis Olivier nous parle d'un autre livre dû à un psychologue hongrois, Mihaly, nom imprononçable. Nous en parlerons et il fait allusion aussi à un dernier ouvrage, le dernier ouvrage en date de Luc Ferry, Philosophie et christianisme. Eh bien, nous verrons tout cela très rapidement. La vie heureuse est le dernier ouvrage de Luc Ferry avec philosophie et christianisme qui, contrairement à ce que les titres pourraient laisser entendre, eh bien ces deux ouvrages ont un rapport et nous en parlerons. Mais La vie heureuse n'est pas un coup d'essai. Cet ouvrage a été au contraire précédé de beaucoup d'autres. Nous pouvons donc considérer Luc Ferry comme un guide intéressant pour entrer dans une réflexion philosophique sur le bonheur. Ça ne signifie pas évidemment qu'il faut souscrire aveuglément à ces thèses. Maintenant, je laisse la place à l'enregistrement de nos échanges tels qu'ils ont eu lieu le 2 février 2023, 16e heure philosophique à Morlaix. De philosophie tel que le noir. Donc le noir, pour lui, pour Luc Ferry, représente la logique de la résignation en matière de bonheur. La spirituelle laïque, d'où est-ce que ça sort et qu'est-ce qu'elle nous apprend, selon Luc Ferry? Eh bien, la spirituelle laïque s'inscrit en faux contre les sagesses actuelles et dit non, 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 non. Le bonheur, ce n'est pas une affaire de résignation, c'est au contraire une affaire de volonté. Je reviendrai sur cette histoire largement. Pour être heureux, il ne faut pas se résigner à accepter le monde tel qu'il est. Ça, c'est les stoïciens. L'ère du stoïcisme. Il faut au contraire vouloir changer le monde par notre action pour que ce monde nous présente les conditions de possibilité pour que nous soyons heureux. Vous voyez, c'est très intéressant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça change la question très ancienne du bonheur? C'est ce que nous verrons. En tout cas, c'est bien ce que dit Luc Ferry dans son deuxième chapitre. Les sagesses anciennes, c'était accepter le monde comme il est. La spirituelle laïque, c'est de changer le monde pour que nous y soyons bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement radical entre les sagesses anciennes et la sagesse que nous amène, à laquelle nous amène la spirituelle laïque? C'est là où entre en compte le troisième chapitre, c'est le transhumanisme. Voilà. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une je ne sais pas comment l'appeler, une doctrine, une théorie, appelez ça comme vous voulez, qui applique, qui suggère, qui nous dit
que l'humain est en train de changer. Ça, c'est très important. Et je ne suis pas contre. Je ne suis pas satisfait personnellement de la façon dont Luc Ferry voit la chose, mais on peut éventuellement considérer, ce n'est pas Luc Ferry seulement qui le dit, il y a des tas de gens qui le disent, c'est que les conditions mêmes de l'humanité sont en train de changer. Il y a notamment ce philosophe israélien Noam Harari, avec Homo sapiens et je ne sais plus quoi, qui dit à peu près la même chose. Vous suivez? Oui, on suit attentivement. Ils disent la même chose parce qu'ils sont à peu près du même courant. Attends, j'ai mal compris. On suit attentivement. Ils disent la même chose parce qu'ils sont à peu près du même. Oui, c'est ça. Le transhumanisme est un courant qui nous dit que les conditions de la vie humaine sont en train de changer radicalement. Le philosophe israélien dont j'ai parlé va même jusqu'à nous dire que la mort s'est terminée et la guerre s'est terminée aussi. Il le dit dans son deuxième livre, et même dans le premier, je crois. Alors évidemment, on sait bien que la mort et la guerre sont toujours là, mais d'après ce que dit Harari, c'est une question de temps. C'est parce qu'on ne voit pas assez loin dans l'avenir qui nous attend, mais nous allons devenir immortels et nous connaîtrons enfin la paix. C'est du transhumanisme pur et dur, qui va même très loin, peut-être jusqu'à une certaine provocation volontaire. Allez savoir. Luc Ferry, qui est par définition beaucoup plus mesuré, ne va pas aussi loin, mais centre tout à fait son discours sur cette notion qui est réelle et qu'on peut tester tous les jours, c'est que la vie humaine est en train de s'allonger, on le sait, qu'on fait le problème des retraites, etc., mais nous ne sommes qu'à un début. Et ceci va aller tout à fait en augmentant et il fait référence à des recherches scientifiques qui sont menées actuellement au CNRS en France et dans d'autres lieux dans le monde. Il les cite tout à fait clairement dans le premier chapitre, dans l'introduction et dans le troisième chapitre. Il y a des études qui sont en cours qui laisse espérer que dans quelques décennies, on ne précise pas évidemment dans quel laps de temps, mais dans quelques décennies, la vie humaine pourrait atteindre 150 ans. Je peux faire une incise? Je peux Oui, faire absolument. une incise. Donc, j'ai vu aux infos ce midi ou ce matin, je ne sais plus, un type, un Américain, qui rajeunit. Donc, il bouffe des tas de pilules, il fait du sport, etc. Et son objectif, c'est de faire plus jeune que son fils. Oui. Le fait est que c'est une réalité. Pour ce gars, en tout cas, c'est une réalité. Hein. Il est possible d'acheter aujourd'hui sur Internet des ciseaux moléculaires pour se refaire des brins d'ADN, si on veut. Ça existe sur Internet. Ah oui. On peut également se faire digitaliser le cerveau. C'est des Ukrainiens, je crois, qui proposent ça, c'est dans les pays de l'Est, qui proposent de se faire digitaliser. On sait qu'il y avait la cryogénisation
Et ben maintenant, il y a la digitalisation. Et il y a Elon Musk, que vous connaissez tous, qui est un des transhumains les plus connus et qui œuvre dans ce sens-là. Si vous avez vu le robot Optimus, qui imite la gestuelle humaine, et il a pour ambition de reprogrammer le cerveau humain. Ça fait un peu froid dans le dos. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour ces compléments. C'est pour lui montrer que que moi j'ai pratiqué et que j'ai, comment dirais-je, que j'ai vécu. Donc c'est assez intéressant. En résumé, c'est quand on est pleinement dans une activité que l'on aime, quand on est investi pleinement dans une activité que l'on aime bien, on arrive à, comment dirais-je, à sortir de son corps et tout se déroule automatiquement. C'est une expérience à vivre. Alors, il explique bien mieux que moi la chose, mais je vous invite à le lire ou à regarder des extraits sur Internet, c'est très intéressant. Oui. Voilà le livre en question. Oui. Voilà le livre en question. Donc, effectivement, vous arrivez à... Ah oui, c'est imprononçable. D'accord. Par contre, c'est un auteur qui est assez connu. Il est très connu comme auteur. Malgré son nom. D'ailleurs, vivre. il n'est pas d'ailleurs tout à fait récent, puisqu'il y a une préface de David Servan-Schreiber, qui est mort depuis plusieurs années, et qui nous expliquait, avant de mourir d'un cancer, David Servan-Schreiber, que justement, pour être heureux, il fallait prendre sur soi. Et ne pas y croire. Et ne pas y croire. À la mort. Oui, à la mort. Il faut croire. Arlette avait lu à l'époque le livre de David Servan-Schreiber. Je dois l'avoir toujours. Et tu étais assez d'accord. Il faut y croire. Alors, moi, je l'avais lu aussi à l'époque, et par rapport au bouquin en question, moi, pour mon compte personnel, je vais l'appeler Miali. Son prénom, apparemment, c'est Miali, et on trouve à la fin de son nom encore Miali. Donc, je vais l'appeler Miali. Le livre de Miali, je ne vais pas l'acheter. J'ai, comment dirais-je, importé le sommaire que je pourrais vous montrer, mais c'est pas la peine parce que le temps passe et il y a beaucoup de choses à dire. Il est très significatif d'une tendance qui consiste à conseiller, à donner des conseils que certains les auteurs, certains experts, certains spécialistes, parfois des psychologues, parfois des philosophes, ou parfois tout ce qu'on veut, eh bien, écrivent des livres sur comment atteindre le bonheur. Ça marche très bien en librairie. Ça dure quelques mois, le temps que ça s'écoule, c'est comme la bouffe. Bouffer correctement, etc., perdre du poids, etc., ça se vend très bien. Donc, faire un livre sur le bonheur, ça se vend bien, et on est même accablé. On est accablé de livres sur le bonheur. Je les ai repérés à Noël, j'étais à Paris, j'ai passé plusieurs heures à Beaubourg, j'en ai photographié les couvertures d'une bonne quinzaine, je pourrais vous les montrer. Et écoutez-moi, je ne dis pas qu'ils soient mauvais.
je dis, pas tous, il peut y en avoir évidemment qui sont mauvais, il peut y en avoir qui sont bons aussi. Alors, quelqu'un veut parler? N'hésitez pas à me faire signe, hein, pour que je me taise un peu. Ça me permet de reprendre mes esprits. On écoute. Mais ça, c'est très important. Parce que, précisément, Luc Ferry et Frédéric Lenoir, dans le début de leur livre, Frédéric Lenoir, j'en ai pas encore parlé, mais j'en dirai 2 mots un peu plus tard, avant de terminer. Il a écrit un livre qui s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, Du bonheur, un voyage initiatique ou quelque chose comme ça. L'un et l'autre, qui sont pourtant pas du tout d'accord, ils sont pas d'accord sur le fond, Ferry et Lenoir, mais ils disent tous les deux, on n'en peut plus de voir tout ce qu'il y a de blabla en librairie, dans les maisons d'édition, sur le bonheur. Alors, il y a effectivement beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement un problème commercial, c'est un problème sociologique. Si ça se vend, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a une attente. Et il y a une attente, il faut bien le voir, de recettes. L'attente des recettes est plus importante que l'attente de réflexion philosophique sur ce thème. Vous me suivez? Oui, oui. Et c'est pour ça que dans les semaines qui viendront, eh bien, j'essaierai de distinguer le bonheur d'un point de vue philosophique et le bonheur d'un point de vue pragmatique. C'est très différent. Philosophiquement, on peut étudier le bonheur pendant très très longtemps, adhérer à une école ou à une autre, comme le stoïcisme, ou la spiritualité laïque peut-être de Luc Ferry, on ne sera pas plus heureux pour autant. La réflexion philosophique sur le bonheur n'a pas pour premier objectif de vous aider à être heureux. Donc, première partie de ce que je voudrais dire dans l'avenir, c'est distinguer le bonheur du point de vue philosophique et le bonheur du point de vue pratique. Et du point de vue pratique, je pense que vous avez des livres qui peuvent être utiles. Non seulement vous avez des livres qui peuvent être utiles, mais vous avez tout un courant de pensée qui s'inscrit dans cette perspective. Et dans les semaines passées, peut-être trop rapidement, mais je l'ai fait quand même, eh bien, j'ai évoqué la méthode Coué. Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire aller sur Internet. Direct. Voilà. Vous voyez Google? Oui, oui, oui. Oui, C'est bien. Donc, oui, ceci. Être heureux avec la méthode Coué.
Voilà. Vous voyez bien ce Oui, livre? oui. Oui. Alors, le problème, c'est que moi, je ne vous vois plus et ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément. Est-ce que oui, ça va, je vous ai récupéré. Alors, aujourd'hui en France, alors je ne dis pas que je vais faire la méthode Coué. Ce que je dis, c'est que ça peut être pris comme un complément intéressant à la réflexion philosophique. Une réflexion pragmatique sur le bonheur peut compléter, avec bonheur, j'allais dire, peut compléter une réflexion philosophique. Il n'y a pas d'incompatibilité. La méthode Coué, en France, est souvent tournée en ridicule. Et Coué lui-même, Émile Coué lui-même, est considéré comme un farfelu, un charlatan, hein, qui a simplement eu comme idée de se répéter toujours la même chose et on finit par y croire. Émile Coué, qui était pharmacien de son état, s'était piqué de psychologie. Il n'était pas psychologue, mais il vivait. Tiens, ben, on va aller regarder pendant qu'on y est. On va aller regarder. Vous savez que je suis un fan de Wikipédia, non? Oui. Si. Oui, non, mais on apprend alors même. On est moins bête avec Wikipédia. Ce qu'il faut, c'est que je le tape ici. Wikipédia, voilà. Voilà. Ah, Émile Coué, on ne va pas le lire parce que ça nous prendrait trop de temps, mais vous, voilà, vous avez tout un article sur sa vie. La méthode Coué, vous avez même un article, souvent, les Wikipédia, c'est un peu comme des poupées russes. Hein. Vous avez, voilà, la maîtrise de soi. Voilà. C'est l'ouvrage de Émile Coué ou l'autosuggestion consciente. Aujourd'hui, il est ridiculisé. Ce n'était pas le cas de son temps. Hein. Il était respecté en France et il l'est toujours aujourd'hui aux États-Unis. Il s'apparente, bien qu'il ne soit pas psychologue, il s'apparente à un courant de la psychologie qu'on appelle le comportementalisme, qui est d'une certaine manière aux antipodes du freudisme, aux antipodes de la psychologie des profondeurs. Le comportementalisme part du principe que notre volonté est un facteur important et que nous pouvons diriger notre vie par la décision de notre intelligence et mettre au point un certain nombre d'actions que notre volonté va nous entraîner à mettre en œuvre. C'est justement la théorie de David Servan-Schreiber, était psychiatre, hein, et qui était, et d'ailleurs il a fait toute sa carrière aux États-Unis, il était comportementaliste. Le comportementalisme, c'est donc l'idée que le conscient domine la vie psychologique de l'être humain.
Le freudisme, c'est le contraire. Le freudisme, c'est vous avez une partie de votre psychisme qui vous est inconnue. Et c'est celle-là qui vous dirige. C'est celle-là qui vous dirige. Alors, si c'est vrai, eh bien, évidemment, le comportementalisme est dérisoire. Et même si Freud n'est pas reçu à 100% dans notre culture française, la psychologie des profondeurs l'a largement emporté sur la psychologie comportementaliste. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, et on va s'orienter vers une conclusion là-dessus, eh bien, c'est que il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux. Il est certain que Freud nous a fait découvrir que nous pouvions avoir dans une partie de notre psychisme des éléments qui nous prédéterminent, qui nous obligent à fonctionner d'une certaine manière. Et pour un certain nombre de personnes, tous ceux qui sont malades psychologiquement, qui évidemment nous empêchent d'être heureux. On ne voit pas un malade mental ou simplement un névrosé ou un psychosé, un psychotique, on ne le voit pas être heureux. Eh bien, dans le cas où le problème de la personne trouve des racines dans la partie inconnue de son psychisme, c'est-à-dire dans l'inconscient, là, dans ce cas-là, le comportementalisme, et en l'occurrence, la méthode Coué ne sert à rien, elle n'a aucune efficacité, et elle peut même entraîner de la tension grave et des désordres. C'est pour ça, Arlette, tu t'en souviens, que j'étais contre David Servan-Schreiber, qui, en tant que psychiatre, n'aurait pas dû être à 100% comportementaliste. Or, il l'était. Je ne sais pas si David Servan-Schreiber, Dieu ait son âme, a un jour bien compris Freud, j'en doute. Mais, autre cas de figure, la personne qui nous intéresse, vous, moi, n'importe qui, n'a pas de problème particulier avec son inconscient. Un problème grave au niveau de l'inconscient, c'est comme un handicap. C'est comme si vous mettez 100 kilos sur votre dos. Vous n'allez pas courir de la même façon si vous avez 100 kilos sur le dos que si vous êtes libre de vos mouvements. Si l'inconscient n'a rien de pathologique, et l'inconscient en soi n'est pas pathologique, il peut être un réceptacle de déformation, évidemment, et à ce moment-là, être éminemment pathologique. Mais l'inconscient en soi, notre cœur est inconscient, la respiration est inconsciente, un tas de choses sont inconscientes, une grande partie de nos souvenirs sont inconscients, il n'y a rien de pathologique là-dedans. Eh bien, s'il n'y a rien de pathologique dans la vie de quelqu'un, le comportementalisme peut être une très bonne chose. Là, les suggestions et les décisions volontaires, être heureux, par exemple, mieux réussir dans mes affaires, gagner plus d'argent, gagner une compétition sportive, à ce moment-là, vous allez devoir mettre en œuvre un entraînement et vous allez réussir. Il n'y a pas de raison. Donc, dans cette perspective-là, si le but que vous vous assignez est d'être heureux, eh bien oui, vous pouvez mettre en œuvre des moyens qui vont vous y aider. Et la méthode Coué, c'est ça. Mais on retrouve la même chose. Là, je vais essayer de faire une recherche encore et terminer là-dessus.
Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Dalai Lama. Le Dalai Lama sur le bonheur. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Des citations, peut-être? Voilà. Alors, j'ai trouvé ça dans une boîte à livres. Là, Tu as trouvé le livre. Tu as trouvé J'ai trouvé le livre dans une boîte à livres. Ah, bah, C'est pas encore lu, hein, mais il faudra que je le lise. Tu as trouvé ça dans une boîte à livres? Ah, tout à fait. Il n'y a pas très longtemps en plus. Et par rapport aux Hongrois, c'est plus ou moins bien ou... Ah, je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas lu. Je vais le lire. Ouais. Je ne sais pas quand, mais je vais le lire. Il faudrait le lire. Alors, j'invite toutes les personnes, on n'est pas nombreux, peut-être qu'on sera davantage dans quelques semaines, c'est ce que je souhaite, mais il n'y a rien de garanti. J'invite les personnes à s'intéresser activement à la question du bonheur, non pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue de la réflexion philosophique, mais aussi du point de vue de la mise en œuvre pratique. Est-ce que je peux me rendre plus heureux et par quels moyens? Et dans cet aspect de la recherche des moyens pratiques d'être heureux, il ne faut pas exclure la religion. Et c'est pour ça que nous allons terminer en faisant allusion au bouddhisme que je mets à la suite de la méthode Coué. Il y a un aspect méthode Coué. Je pense, dans les recettes du bouddhisme, mais il y a un aspect profondément religieux aussi. Alors, est-ce que les religions peuvent nous aider à être heureux? A priori, le christianisme, c'est pas son but. Ce serait plutôt le contraire. De ce point de vue-là, le christianisme, je ne sais pas ce qu'en dit Luc Ferry dans son livre Philosophie et christianisme, mais je peux le deviner. De ce point de vue-là, Luc Ferry ne recommandera pas, pour être heureux, de prendre le chemin de la religion bouddhiste serait préférable. Pour le christianisme, on ne vous invite pas à être malheureux, mais on vous invite bel et bien à être résigné. Rappelez-vous ce que je disais au début de cette réunion. Le premier chapitre du livre La vie heureuse de Luc Ferry s'intitule Logique de la résignation. Et ceci nous montre, s'il en était besoin, que en profondeur, la philosophie chrétienne emprunte au stoïcisme. Philosophiquement, le christianisme, je ne sais pas si Luc Ferry le dit, Olivier, je crois que tu as acheté ce bouquin, hein, vérifie ça. Est-ce que, moi j'en pense plutôt, je suis assez critique par rapport à ce livre, hein. Je pense qu'il ne parle pas du christianisme, contrairement à ce qu'il dit, mais enfin bon, on y viendra. Regarde ça, hein. S'il signale les rapprochements entre le christianisme et le stoïcisme, pour moi, ils sont très évidents, et je ne suis pas le seul à le penser. Ok. Alors, je ne vois plus Patricia et je ne vois plus Catherine depuis un bon moment. Vous êtes toujours là? Oui. Eh oui, elle est là. Nous, on vous voit. Ah, voilà. Et Catherine, elle se repose peut-être. Non, elle est là.
Ah, mais on ne t'entend pas causer. Bon, Son micro coupé. Tu as coupé ton micro? pourquoi Arlette ouais, Je dois vous Ah laisser. oui, Je vous laisse. pas, ouais. D'accord, salut Olivier, À bientôt. Salut. Allez, au revoir. Au revoir. à bientôt. Catherine, Oui, ah la voilà, la voilà. Oui. Mhm. Bon, oui, j'avais coupé le son, je sais pas pourquoi. Ah, pas volontairement? Non, non, pas volontairement, non. Mhm. tu peux répéter, Catherine, Quoi? ce que tu as dit. Bah, j'ai dit que j'avais coupé le son involontairement. Ah d'accord, involontairement, d'accord. Ah oui, très bien. Ah oui, 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 oui. Bon, alors, nous allons continuer. Enfin, nous allons terminer, hein. Il est 19h, 1 heure, ça suffit largement, c'est pas mal. Et puis, ça me reposera. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous en avez l'occasion, ce que je mets dans vos boîtes aux lettres, dans vos messages, pour la préparation de la semaine suivante. C'est le nouveau moyen que je vais essayer de mettre en œuvre. Et je vous invite aussi à faire comme Olivier, c'est-à-dire nous faire part de vos réflexions, de vos lectures ou de trucs comme ça. Vous voyez. Si vous tombez sur un livre en devanture ou sur un étal de libraire qui parle de la question du bonheur, bah, prenez une photo et envoyez-le nous. Voilà. Ok. D'accord. D'accord. Bon, Bon. il fait pas trop froid à la montagne, Patricia? Non, ça va. Il a fait très froid, mais là, ça va. Bon, Ça se réchauffe. bon, alors on se revoit la semaine prochaine et en attendant, les uns et les autres, ça n'a pas forcément besoin d'être moi à tout le monde, ça peut être entre vous, ça peut être entre nous, on peut s'échanger des mails. Ça nous aidera pour nos rencontres du jeudi. Voilà. Mhm. Ok. Allez, D'accord. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, on quitte. Bon, je coupe, hein, j'arrête la séance. Oui, oui. À bientôt au Ok. téléphone. Bisous. D'accord. Alors, moi aussi, enregistrement. C'est enregistré de toute façon. Hein. Quitter.